Bonjour, nous sommes jeudi 2 décembre, bienvenue pour la quotidienne. Au menu aujourd'hui, à l'image de King Kong, on part à l'assaut avec le comité référendaire Avenir Gland de la fameuse tour de Suisse-Côte. Ensuite, une fois dans le bain, on donnera la parole au nouveau comité du Cercle des nageurs de Nyon. Et puis on s'intéressera à la thématique du harcèlement à l'école avec Police Nyon Région. Enfin, on terminera et on se quittera avec la séduisante culture et les soirées flirt à l'usine à gaz. De ton côté, Alexandre, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui ? Salut Andrea, je t'emmène sur les pistes ici du TCS. On va apprendre à conduire sur les pistes glissantes, voilà, puisque la neige est arrivée, la neige, le verglas, tout ça, la saison d'hiver. Donc on va apprendre à conduire là-dessus et puis à équiper son véhicule correctement pour cette saison au TCS à Cossonay. Donc à tout de suite. Est-ce qu'on pourra voir si tu es un bon conducteur, Alexandre ? Non, parce que j'aurai les deux mains prises, Andrea, mais Grégory Junot, qui est instructeur au TCS, va conduire la voiture pour moi et puis il m'a promis de me faire quelques petits dérapages sympas. Donc tu passes le volant et tu gardes le téléphone. Très bien, à tout à l'heure, Alexandre. En actu, les Glandois voteront sur Suisse-Côte. Le Conseil d'État a tranché. Il y avait bel et bien assez de signatures pour une votation populaire concernant cette fameuse tour de 60 mètres de haut. Nous recevons aujourd'hui le comité référendaire Avenir Gland. Pascal Rizen, bonjour. Vous en êtes le président. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, il vous manquait 4 signatures et vous les obtenez auprès du canton. Tout à fait. Ouais, c'est serré quand même, hein, 4 et 4. C'est très serré et je dirais que la première réaction est celle d'un soulagement. Le processus démocratique a fonctionné, le vote va avoir lieu, la voix des citoyens glandois est donc entendue. Alors une première victoire, une victoire d'étape, on va l'appeler ainsi aussi, mais quelque part aujourd'hui pour vous c'est aussi une victoire dans le sens où ce projet est de toute façon repoussé. Alors, je n'utiliserai pas le mot de victoire, parce qu'on n'est pas véritablement dans un combat, on est plutôt dans une réflexion sur l'avenir de la ville de Gland. Ce qu'il faut comprendre dans ce projet, c'est le contexte. On est dans une ville de dimension moyenne qui tend à grandir. Gland, depuis plusieurs années, suit une évolution rapide, exponentielle. Donc les gens, les Glandois, ne sont pas contre le développement de la ville. Mais par contre, il faut que ce développement se fasse de manière harmonieuse et dans le respect des citoyens. Mais quelque part, cette tour Suisse-Côte aujourd'hui, c'est un peu l'emblème de la vision politique de cette nouvelle législature aussi. Donc qu'est-ce que vous refusez ? C'est cette vision-là dans son ensemble ou c'est ce projet de tour ? Soyons quand même sincères. C'est la proportion dans laquelle ce projet s'inscrit. Vous voyez, on a 2 métropoles qui sont en marge de la ville de Gland. Vous avez Genève avec 205 000 habitants, vous avez Lausanne avec 145 000 habitants. Ce sont des villes. Nous, on a 14 000 habitants aujourd'hui, peut-être demain on en aura 20 000, on en aura 30 000. On est clairement dans une ville à taille humaine. Et dans les personnes qu'on a rencontrées, les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui dans le mouvement de soutien de notre démarche, on a vraiment l'expression du fait que les gens veulent garder cette ville à dimension humaine. Donc c'est véritablement dans ce souci que s'inscrit notre approche. Mais là, ce qu'on va voter, c'est justement cette tour-là. Est-ce que vous en voulez de cette tour ? Soyons concrets. Hein. On voit là, on prend de la hauteur, voilà, on arrive tout en haut de ces 60 mètres, elle sera située là. Vous en voulez de cette tour ? Alors, c'est très clair. Cette tour, comme elle est présentée, nous ne la voulons pas. On n'est pas du tout contre, Avenir Gland n'est pas du tout contre le projet d'une expansion d'une entreprise locale. Je pense que l'entreprise a des besoins, il faut qu'elle puisse y répondre. Par contre, de nouveau, je reviens sur l'harmonie du projet. Il faut que ça se fasse dans l'harmonie et dans le respect des habitants qui sont là déjà depuis longtemps, qui sont dans les alentours de ce quartier. Pourtant, Suisse-Côte pourrait perdre patience. Hein. Il pourrait décider finalement de partir ailleurs, sachant que c'est le plus gros contribuable pour Gland. Est-ce que c'est vraiment judicieux de s'en passer ? Alors, nous, on n'est pas pour s'en passer, hein, de nouveau. Puis, je dirais que là où on en est aujourd'hui, ce n'est pas nous qui ralentissons le projet de construction ou un projet quel qu'il soit. Ce sont des autres impératifs qui En faisant un référendum, quand même, vous le repoussez, ce projet ? Pas pour le moment, en tout cas pas pour nous. C'est-à-dire que ce référendum ne repousse pas le projet en lui-même. Le référendum pose une question. Il repousse les délais. Il repousse certains délais, mais de toute manière, les délais de construction sur la commune de Gland sont aujourd'hui tributaires des décisions qui seront prises quant à la construction de la STEP. Donc on n'est pas du tout on est dans une autre problématique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les nuisances qui sont liées à ce projet soient traitées de manière
complète, honnête, pour les citoyens. Maintenant qu'on va avoir la possibilité qui est donnée au peuple de s'exprimer, il faut qu'on puisse justement revoir les questions inhérentes à ce projet pour pouvoir justement les expliquer de manière correcte. Ouais, ce peuple, il s'est quelque part déjà exprimé. Il a choisi ses élus, il y a eu les élections communales, il les a choisis. Cette vision politique de législature, elle est aussi connue, elle a été présentée. D'autre part, ce plan d'affectation Lacreto, il a été validé par le Conseil communal. Donc, quelque part, ce projet, il est accepté déjà à ce stade par la population. Donc, il y a une autre partie de la population qui n'est pas d'accord avec ça. Tout à fait. Jusqu'ici, on est tous les deux d'accord, justement. Donc, qu'est-ce qui dérange dans ce projet, au fond? J'aimerais vraiment que vous nous présentiez là, les arguments dans le fond. Il y a certains détails qui ont été mal abordés dans le projet. Dans le projet, dans l'enquête publique qui a supporté le projet. Il y a tout d'abord l'aspect des nuisances des ombres portées, qui n'a pas du tout été traité, et sur lequel nous, à Avenir Gland, nous sommes penchés de manière beaucoup plus précise et détaillée. On s'est aperçu, en faisant le décompte des heures d'ombres projetées sur les habitations, et là je ne parle pas seulement des villas, mais aussi des immeubles. Vous ne les montrez pas, ces ombres, justement, si elles vous dérangent, là, dans les images? Alors on ne les voit pas comme ça, mais disons l'ombre portée, elle tourne, le soleil se lève et se couche à différents endroits. Donc les ombres portées on s'est concentré sur les calculs des ombres portées sur les habitations, pas sur la zone industrielle, mais sur les habitations, et on est arrivé à un total cumulé de plus de 800 heures. Je vais vous embêter, Monsieur Rizan, mais je peux dire que si l'ombre va sur votre jardin, ça va vous embêter, c'est ça? Alors c'est pas le jardin, mais le problème c'est que, d'abord, effectivement, il y a un impact sur la qualité de vie. Vous vous retrouvez pendant 5 mois de l'année, 800 heures, c'est ça, c'est 5 mois de l'année pendant lesquels les habitations vont donc être exposées à 1 heure jusqu'à 4 heures à des mois d'hiver, des mois où les journées sont déjà plus courtes. Donc pratiquement la moitié de la journée où vous vous retrouvez avec une ombre projetée. Ça a un impact sur la santé, mais ça a aussi un impact sur la transition énergétique. Imaginez que la plupart des propriétaires étaient déjà dans des réflexions pour l'accompagnement des mesures d'encouragement à la transition énergétique. On travaille avec la commune. Donc si je résume, c'est quoi le projet OK, mais il est trop gros dans son ampleur? Le projet OK, et le projet se fera. Mais ce qu'on souhaite, c'est qu'il ne se fasse pas comme ça. Il y a des autres alternatives à ce projet. Il y en a une qui a été présentée, qui n'est pas tout à fait satisfaisante. On aura certainement l'occasion aussi d'y revenir peut-être à travers un débat sur NRTV. Mais vu que le chrono avance, j'aimerais terminer là-dessus. C'est vrai qu'il faut aussi soulever qu'aujourd'hui, la municipalité pourrait faire recours à partir de vendredi. Ils auront 10 jours pour le faire. Vous croyez qu'ils le feront ou pas, rapidement, oui ou non? La municipalité, excusez-moi, mais la municipalité se veut ouverte, se veut à l'écoute de ses citoyens. Je pense qu'on a perdu beaucoup de temps dans les recours. Mais dans ce recours, est-ce qu'elle le fera, oui ou non, à votre avis? Je pense qu'elle serait malvenue de le faire. Je pense qu'elle serait plutôt bienvenue de les écouter. Je pense que du côté des promoteurs et des propriétaires constructeurs, je pense que c'est maintenant aussi le temps de la réflexion. À la population de décider, c'est ce que vous dites quelque part. Enfin, un mot sur le plan, la suite de votre comité référendaire Avenir Gland. Quel sera votre champ d'action? Déjà qu'il faut qu'on se prépare, il faut qu'on aligne notre communication. Maintenant, c'est une deuxième phase qui commence, quelle qu'elle soit. Notre but, c'est véritablement d'amener cette réflexion dans son ensemble et surtout la bonne compréhension, la prise de conscience. Et puis pour nous, je dirais l'étape essentielle, maintenant que l'objet va passer au vote populaire, c'est la pose de gabarit. Vous voyez, dans toute construction, il faut que les choses soient claires, il faut que le peuple puisse se rendre compte effectivement de la dimension d'un projet. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une question qui a été complètement ignorée. Prenez la tour Tawa à Lausanne, c'était aussi impossible de mettre des gabarits. On va rester sur Gland, parce que là, j'arrive on revient à Gland. Ce qu'on demande, c'est qu'effectivement, des gabarits soient posés avant les votations pour que les gens se rendent compte. Et puis, tous les calculs pourront être faits à partir du moment où on aura les bons gabarits en place. Pascal Rizan, président du comité Avenir Gland, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. On retourne sur les routes du district avec toi, Alexandre. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que tu es au volant, fou du volant ou pas? En voiture. En voiture, Simone, très bien. Au TCS. Oui, c'est ça, en voiture, mais donc c'est pas moi qui conduis, c'est Grégory Junot qui est instructeur au TCS. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors ça y est, la voiture a démarré. Bon, il n'y a pas de neige ici à Cossonay. Grégory, par contre, il y a une piste qui diffuse de l'eau, mais de l'eau spéciale pour qu'on ressente comme les sensations de neige. C'est ça? Voilà, alors l'eau n'est pas spéciale. L'eau, c'est de l'eau. Par contre, le revêtement au sol nous simule un coefficient d'adhérence qui correspond à une bonne neige tassée. Donc c'est pas de la glace, mais ça permet de se faire une petite idée
dans les conditions hivernales. Et comment on adapte sa conduite justement dans ces conditions hivernales et sur la neige et le verglas? Le mieux possible. Alors, il ne faut pas oublier que le paramètre le plus important reste l'adaptation de l'allure, qui va faire toute la suite du programme. C'est clair que si on n'a pas une vitesse adaptée, forcément qu'on va augmenter le risque de glisse, voire même d'accident. Donc, juste adapter son allure aux conditions et aussi, surtout, connaître son véhicule, l'état de son véhicule. Alors ça, je crois qu'on en parlera plus tard sur le côté technique, mais d'avoir un véhicule équipé correctement aussi pour les conditions hivernales. Et donc, pas donner des trop gros coups sur l'accélérateur, c'est ça? Alors, c'est clair que pour le démarrage, un petit peu de douceur sera mieux. Aussi dans la conduite, avec son volant, de travailler de manière douce et non brusque pour éviter le risque de déstabilisation et d'amener le véhicule à glisser et à sortir de sa route. Alors, on a souvent ce cliché, moi en tout cas, on m'a appris, il faut absolument pas freiner, piler sur le frein, il vaut mieux utiliser soit son frein à main, soit rétrograder. Vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Alors, il est clair qu'on est en 2021. Aujourd'hui, les véhicules ont évolué depuis toutes ces années. La plupart des véhicules aujourd'hui sont équipés d'un ABS qui vous évite le blocage des roues, ce qui vous permet typiquement dans une situation comme celle-là de pouvoir planter sur les freins et de vous arrêter dans le meilleur des cas, mais bien conscient que ça ne va pas vous sauver toutes ces situations, ça c'est clair. La voiture risque pas de partir. La voiture ne partira pas à cause du frein, elle partira parce que vous avez mal estimé votre vitesse d'approche et pour réduire la vitesse, pour s'en sortir le mieux possible, le frein aujourd'hui reste votre meilleur copain dans ces conditions. Pour autant qu'on soit équipé d'un ABS, sans ABS, c'est clair que le frein resterait une option possible, mais à utiliser de manière un petit peu différente, vu que les roues risqueraient de se bloquer, contrairement à là où on voit que ça freine et la voiture reste même dirigeable. Et si, au contraire, je vois que ma voiture part, c'est-à-dire que je vois que l'arrière commence à se décaler et puis que je commence à glisser, qu'est-ce que je fais? Alors, de nouveau, si la voiture part, c'est en principe dû à votre allure. Donc, à part regarder les yeux où vous voulez aller et freiner de nouveau, il n'y a pas mille solutions. Si vous êtes croyant, vous pouvez tenter une prière. Et pas donner des coups de volant aussi? C'est-à-dire, est-ce qu'on garde les mains sur le volant quand même? Qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr que les mains, il faut les garder sur le volant. Ça c'est sûr. Du moment qu'on regarde au bon endroit, on devrait avoir les connexions qui se font correctement avec le reste du corps pour tourner le volant dans la direction où on veut aller. Donc là, où on devrait regarder. C'est ce qui est un petit peu le problème en tant qu'être humain dans ces véhicules. C'est pas vraiment instinctif de regarder où on le doit en véhicule, aux vitesses où on roule. Donc le risque, c'est qu'on ait les yeux qui se focalisent sur le danger et que du coup, on n'aille pas du tout où il faut. Vous avez quand même réussi à la redresser assez facilement. Je pense que c'est l'expérience aussi, c'est ça? C'est comme ça avait prévu le coup. Vous saviez ce qu'il fallait faire. Si j'ai une manuelle ou une automatique, ça change quelque chose? Pas grand-chose. Pas aujourd'hui, avec les automatiques qu'il y a sur le marché, il n'y a plus vraiment de grande différence. Peut-être sur le démarrage, pour éviter de patiner ou d'être un petit peu coincé. C'est vrai qu'avec un embrayage, on pourrait avoir un petit peu plus de finesse quand on connaît bien son véhicule et arriver peut-être à démarrer avec moins de difficultés qu'une automatique où on a peut-être un petit peu moins de sensibilité. Mais comme tout ça est rattrapé aujourd'hui par l'électronique, ça peut faire une petite aide supplémentaire, même si on ne devrait pas compter dessus. Donc, je résume, pour conduire sur la neige ou sur la glace, il faut ralentir. Le frein, c'est notre meilleur copain. Et puis, surtout pas rétrograder ou utiliser le frein à main. Est-ce que j'ai bien résumé, professeur? À peu de choses près. Le frein est votre meilleur copain quand les choses se passent mal. Si vous avez bien préparé les choses, vous n'aurez même pas besoin de votre frein. Merci beaucoup, Grégory, du coup, de m'avoir fait faire ce petit tour ici sur l'eau et de m'avoir fait quelques aquaplaning ici à Cossonay. On va vous laisser parce que vous avez des cours à donner cet après-midi. Et puis, on va aller voir avec Patrick, qui est chef technique ici au TCS, comment on prépare sa voiture pour l'hiver
avant de conduire, justement. C'est pas mal, Andrea. Alexandre, tu étais comme un hamster, tu tournais en rond, c'est ça, sur le circuit? Oui, exactement. On tourne en rond sur cette piste. Bon, là, ça y est, on se dirige quand même, on va aller vers l'entrepôt pour pouvoir préparer sa voiture et puis tout savoir sur les pneus hiver. Je suis sûr que tu as plein de questions, Andrea. Ouais, on se retrouve à l'arrêt tout à l'heure. En sport, nous recevons le Cercle des nageurs de Nyon pour en savoir plus sur la nouvelle équipe dirigeante et les objectifs du club. 9 membres composent aujourd'hui le comité. Nicolas Badour, vous en êtes le président. Bonjour. Fabien Héritier, le vice-président et adjoint de la section water-polo. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. En quelques mots, comment présenter ce nouveau club? C'est pas un nouveau club, c'est le CNN, ouais. Et ça reste le CNN. Ça, c'est important de le dire. Hein. Oui, c'est un club mythique qui existe depuis de nombreuses années. Mais aujourd'hui, comment présenter ce nouveau comité alors très bonne question. Le nouveau comité, en fait, veut remettre les membres au centre. Et donc, le club appartient aux membres. Et un club comme ça ne peut qu'appartenir aux membres. Donc, on est au service, tous les 9, de ces membres, de tous nos membres. Et le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est de les écouter, de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins pour pouvoir tout relancer. Alors, nous avons désormais les 3 sections qui fonctionnent. Nous avons relancé le plan Alvin, ce qui était extrêmement important financièrement pour le club. Voilà, au début du mois de novembre. Nous avons sans cesse des nouveaux gamins qui sont inscrits au plan Alvin. Ce club, aujourd'hui, il faut l'écouter parce que c'est vrai qu'on a entendu toutes ces histoires. Le club était en mauvaise santé aussi, ça s'est ressenti. Vous avez réuni des mesures sous un programme des 100 jours, je crois que vous les appelez comme ça. Depuis votre entrée en fonction, justement, quelles ont été les priorités? Qu'est-ce que vous avez pu faire? Alors déjà, comme Nicolas le disait, la priorité des priorités, c'était de relancer le plan Alvin. C'est le poumon financier du club. Après, il y avait reprendre en main toute la gestion financière, prendre en main déjà les comptes en banque, de pouvoir avoir les capacités de pouvoir payer les employés. Et puis déjà de pouvoir aussi faire un peu un état des lieux de quel club on reprenait. Et puis ensuite, pour les 100 jours, notre objectif, c'est déjà aussi de travailler sur un événement fédérateur pour que les membres puissent se re-rencontrer. Il y avait aussi un peu un clivage entre plusieurs sections. Donc on peut comprendre qu'aujourd'hui c'est un petit peu compliqué de créer ces événements au vu du nombre, des restrictions, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a pu se faire pour justement fédérer tout le monde? Alors, pour le moment, déjà, s'assurer que tous les entraînements, que la vie des 3 sections ont continué. Donc ça, c'est fait. Le plan Alvin est venu en complément. L'événement fédérateur, nous espérons pouvoir l'organiser au mois de janvier en espérant qu'il n'y ait pas de nouvelles contraintes. Et c'est un événement, soit juste un événement où tout le monde va se rassembler pour manger un morceau, ou si on peut faire un petit meeting interne de natation où les 3 types de sportifs nageront les uns avec les autres. On verra. Là, pour le moment, il faut essayer de comprendre quelles vont être les restrictions avant de s'engager sur un événement qui, derrière, serait annulé si les restrictions sont sévères. Oui. Au niveau sportif, pardonnez-moi, on a beaucoup entendu parler aussi de natation en termes... on recevait hier Malika Gobet sur le plateau. Beaucoup de jeunes athlètes ont reçu des médailles, 12 médailles en termes de chiffrés sur la côte. Où est le Cercle des nageurs de Nyon? Où est le Cercle des nageurs de Nyon dans ces compétitions-là? Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'aujourd'hui, il manque des gens qui participent à ces compétitions? Est-ce qu'il faut travailler là-dessus? Qu'est-ce qui est fait? On doit sans cesse travailler sur les athlètes, pour les préparer, pour qu'ils soient de plus en plus nombreux dans toutes les compétitions, que ce soit les compétitions de natation, les compétitions de triathlon, les compétitions de water polo. On y est dans ces compétitions. Je vous invite à suivre notre page Facebook parce qu'on essaye de mettre tout ce que nous faisons, tous les résultats, tous les week-ends, et il y en a pas mal, mais on y est. On a même eu, il y a 1 ou 2 week-ends, 2 meetings différents sur le week-end de natation. Un tournoi interrégional d'ailleurs, où vous dites 3 jeunes joueurs prometteurs ont participé. Par exemple, 27 et 28 novembre, ça c'était sur votre site internet. Voilà, nageurs. Waterpoliste. Waterpoliste, oui, tout à fait. Oui, parce qu'effectivement, pareil, il y a 2 week-ends, il y a eu 2 événements de water polo dans 2 endroits différents et certains parents ont dû conduire les enfants à travers la Suisse pour qu'ils puissent être sur les 2 événements. Et ça, c'est formidable de voir que la vie du club, malgré tout, continue dans ce sens-là. Et c'est vraiment notre priorité, c'est de faire en sorte que ça continue, qu'on soit le plus représenté possible et que notre rêve, c'est que les 3 sections se soutiennent
se supportent en tant que supporters les uns les autres. Ce qui m'amène à un autre point très important, c'est les synergies entre les trois sports. Les trois sports ont comme sport de base la natation, parce qu'en triathlon, par exemple, le premier sport que les gamins font, c'est la natation. Donc comme le sport de base, c'est la natation, ces synergies vont venir, un, par la pratique de la natation, deux, par le fait qu'on se soutienne les uns les autres. Donc valoriser toutes les sections du cercle des nageurs. À égalité, absolument. C'est extrêmement important qu'aucune des sections ne se sente rejetée ou abandonnée ou maltraitée. Toutes les sections doivent sentir qu'elles sont au centre du club. On va mettre le doigt là où ça fait mal, c'est évidemment le water-polo. Fabien Héritier, à la suite de l'Assemblée générale du CNN du 13 octobre dernier, la plupart des joueurs adultes ont démissionné du club. Aujourd'hui, ils sont réunis sous la bannière du Aquatic Club, un nouveau club qui a été créé et fondé. Combien de joueurs aujourd'hui sont restés au Cercle des nageurs de Nyon? Est-ce qu'il y en a encore ou pas? Alors l'ensemble de la section water-polo, c'est à peu près 60 membres, encore aujourd'hui, inscrits au CNN. Et puis effectivement, on va dire dans le volet adulte, là effectivement on a beaucoup moins de membres qu'auparavant. Qu'est-ce qu'on fait de cette Ligue nationale? Est-ce qu'aujourd'hui le Cercle des nageurs de Nyon peut encore y participer? On sait que cette fameuse licence, vous l'avez, que Aquatic la demande. Est-ce que vous êtes prêt à la leur donner ou pas? Ou est-ce que vous voulez aujourd'hui recompléter cette équipe et la garder? Effectivement, notre volonté c'est de pouvoir recompléter cette équipe. Alors probablement qu'à très court terme, ce sera compliqué, même si on a toujours la porte ouverte pour d'éventuels retours sur des joueurs qui auraient démissionné et qui voudraient jouer cette année, parce que dans leur nouveau club, ils ne pourront pas jouer cette année. Et puis, alors, ils pourraient jouer s'ils obtiennent cette licence? Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est clairement plus compliqué que ça. Et puis dans la perspective, nous on a une perspective à une année, c'est-à-dire qu'un éventuel retrait de cette première équipe cette année ne voudrait pas dire qu'on ne pourrait pas se réinscrire l'année prochaine. Et donc ça, c'est une perspective qui compte très fort pour nous, c'est qu'on peut se permettre de voir d'ici 6 mois, une année, pour pouvoir reconstruire une première équipe qui pourrait évoluer en Première Ligue ou en Ligue nationale B. On pourrait revoir cette section du water-polo aussi. À court terme, maintenant, pour parler de l'avenir aussi, quels sont les objectifs, les prochains objectifs sportifs à très très court terme? Alors juste, je voudrais rajouter quelque chose sur ce que Fabien vient de dire. Nous continuons donc à soutenir les 3 sections, parce que, le water-polo est un sport historique du CNN, et 2, il y a des jeunes qui vont continuer à vouloir s'entraîner au CNN. Et enfin, on ne sera pas le premier club dans l'histoire du sport suisse et dans l'histoire du sport en règle générale à avoir à repartir et à reconstruire quasiment de zéro. Et c'est un challenge sportif comme un autre. Ouais, alors c'est vrai que voilà, on le disait, c'est un mythique club qui a été fondé en 1912. Aujourd'hui, il repart. Le fait d'avoir 2 clubs, est-ce que c'est si dérangeant que ça, finalement? Non, nous leur souhaitons bonne chance. Ce n'est pas dérangeant. Au contraire, en tant que sportif, plus on a d'adversaires... C'est bon pour la compétition. C'est l'émulation, la compétition. Donc on leur souhaite vraiment bonne chance et on sera là. Peut-être pas tout de suite avec des adultes, mais on sera là. Il faut toujours réfléchir en temps long. Et le club n'appartient pas à ce comité, il appartient aux membres. Et donc sur le temps long, les membres vont remonter ce qu'il faut. Vous me demandiez les objectifs, nous avons des objectifs partout. Je vais parler de 1 ou 2. Nous avons pas mal d'athlètes qui vont l'année prochaine au championnat du monde d'Ironman à Hawaï. Nous allons tout faire pour qu'ils y arrivent en excellentes conditions, pour que les couleurs du CNN soient bien représentées à Hawaï. Ce sera la première fois depuis un bout de temps qu'on aura pas mal de monde. Nous avons nos féminines qui ont performé l'année dernière, donc nous avons une féminine à Hawaï, mais nous avons aussi notre coach principal qui est à Hawaï, peut-être d'autres. Un Ironman à Hawaï et puis le deuxième, rapidement, parce que vraiment on arrive au terme du chrono. Le deuxième grand objectif, alors je vais continuer sur du triathlon, bien que, parce on a parlé de water-polo et qu'en natation, on en a parlé tout à l'heure, mais évidemment il y a plein de meetings internes, c'est Luca Luberti, qui est un jeune extrêmement prometteur, qui, nous l'espérons, pourra aller jusqu'aux Jeux Olympiques en 2024 à Paris. Et ça, ce serait formidable pour un club comme le CNN d'avoir soutenu Luca depuis tout jeune. Ouais, une belle vitrine aussi pour la région. Fabien Héritier, Nicolas Badour, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour le Cercle des nageurs de Nyon. Excellente journée à vous. Conduire en hiver sur la neige, ça vous parle? Bon, mauvais conducteur. C'est formidable de conduire. Formidable. À vélo. À vélo, d'accord. Bon, alors sur la neige, c'est un peu plus compliqué. Je te raccompagne. Alexandre, où est-ce que tu es? Est-ce que tu es à l'arrêt? Oui. Oui, c'est bon. La voiture, on l'a garée, je suis dans l'entrepôt ici au TCS et je suis en compagnie de Patrick Stob. Bonjour Patrick. Bonjour. Patrick, vous êtes donc chef technique ici au TCS Vaud. Alors, la voiture est là.
elle est prête. On a ouvert le capot et puis on a même des pneus hiver ici. Alors dites-nous Patrick, comment résumer la chose, comment bien équiper son véhicule pour l'hiver? Qu'est-ce qu'on va voir ensemble juste après? Alors, nous allons parler des pneus d'hiver, premier point très important. On va aussi parler de tout ce qui est batterie, antigel, essuie-glace et le dégagement de la voiture pour pouvoir rouler en toute sécurité. Eh ben parfait. Donc il y a un petit peu de tout ça à faire effectivement. Donc pas besoin on va pas mettre les chaînes ensemble parce que ça prend un petit peu de temps. Ça va prendre du temps, effectivement. Donc on va plutôt se focaliser un peu sur les pneus, qui est nettement plus important. Voilà, on va comprendre ce qui différencie un pneu été d'un pneu hiver, et puis voilà comment vérifier que ces pneus sont conformes pour l'hiver. On va faire tout ça avec Patrick tout à l'heure, Andrea. Je te préviens que tu vas faire tout ça sous l'œil avisé d'Olivier Riss, adjudant à l'unité prévention et proximité de police Nyon Région. J'y arrive, puisque vous aussi, vous aviez mis une campagne de prévention justement et de conduite sous la neige, donc ça vous parle, oui, cette thématique. Ouais, ça c'est en plus, on est en plein dedans. Donc, C'est ça, l'hiver arrive. À tout à l'heure, Alexandre. On parle aujourd'hui d'harcèlement avec vous, harcèlement scolaire, puisque vous les avez peut-être vus en ville de Nyon. Prangin au cran, des affiches de prévention ont été réalisées en collaboration entre police Nyon Région et des élèves de Nyon-Marans. Une campagne pour sensibiliser contre le harcèlement en milieu scolaire. Olivier Riss, pourquoi cette campagne a été mise sur pied ? C'est vrai que c'est un sujet qui touche beaucoup de jeunes. C'est mon collègue, Patrice Velu, qui a changé d'entreprise, qui avait initié ce projet avec l'école de Nyon-Marans. Effectivement, que je remercie aussi, parce qu'il y a vraiment un bon partenariat avec le directeur, les doyens, et puis avec un photographe aussi, le graphiste, qui nous a mis en page aussi les documents. Donc pourquoi ? C'est vrai que le harcèlement touche beaucoup de jeunes, à peu près on dit 10%, donc ça fait à peu près 2 jeunes par classe, ce qui est énorme. Donc autant d'être harceleur ou harcelé, ce qui est vraiment un gros souci. Ouais, c'est vrai qu'on a vu que c'était une thématique qui aujourd'hui suscitait en tout cas peut-être des craintes aussi dans la région. On sait qu'il y a beaucoup de discussions, notamment au sein de l'association vaudoise des parents d'élèves d'Assé-Boiron, aussi de l'association des parents d'élèves de Nyon et Prangin, qui s'inquiètent sur cette thématique-là. Est-ce que vous avez ressenti justement quel était le besoin au fond? Parce qu'on sait qu'il y a aussi eu du côté du canton une sacrée campagne qui a été mise sur pied. Est-ce que dans la région, vous avez constaté des choses qui étaient de plus en plus graves, de plus en plus nombreuses? Quelle était l'analyse qui était faite du côté de police Nyon Région? Alors au niveau police, c'est vrai que nous, on a certaines situations qui viennent jusque chez nous parce qu'on est un peu le dernier maillon. Mais c'est vrai que l'école fait vraiment un très gros travail. Typiquement à Nyon-Marans, ils ont des situations mais qui sont très bien gérées par leur direction. Ils sont formés aussi, la plupart des enseignants. Donc nous, les situations qu'on a, c'est vraiment déjà problématique. Ouais, pourquoi faire intervenir justement la police aujourd'hui à cette échelle-là? Parce que c'est vrai qu'on prend le contre-pied quelque part, on l'a fait venir avant que le problème n'existe. Pourquoi? C'est une figure d'autorité qui est là pour impressionner? Pas forcément, c'était vraiment... parce qu'on l'avait déjà fait pour la prévention routière, et puis là l'idée c'était de changer, donc vraiment pouvoir faire profiter les élèves de 9e année. Et le sujet qui les touche actuellement, c'est beaucoup plus le harcèlement que la prévention routière, malgré qu'on les forme aussi. Mais c'est vraiment le sujet qui est d'actualité. Puis là, on parle pas encore de cyberharcèlement. Ouais, mais le fait d'en parler avant que le problème existe, alors bon, il est là, ok, mais le fait d'en parler avant, de sensibiliser les élèves avant et de faire intervenir la police, pourquoi à ce moment-là? Ouais, c'est... Pas faire intervenir la police, mais c'est vrai que de les faire travailler autour de ce sujet, c'était déjà aussi pour essayer de les sensibiliser là-dessus. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez remarqué peut-être un changement d'attitude? Est-ce qu'il y a des retours qui vous ont été faits à des écoles à la suite de cette campagne? Ouais, c'est un petit peu tôt encore pour les retours. Mais c'est vrai que là, on a pu constater, nous, on a mis l'affichage au bord des routes, mais c'est vraiment le travail que les classes ont fait entre copains qui était vraiment l'idée de les faire travailler sur ce sujet. Olivier Riss, adjudant à l'unité prévention et proximité de police Nyon Région, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ces affiches que vous avez pu voir justement à l'image et aussi sur les routes du district. On va retrouver Alexandre. Est-ce qu'il a donné justement des bons conseils jusqu'ici, à votre avis? Oui, je pense que c'est plus ou moins clair. Pour la conduite, c'est vrai que c'est toujours intéressant, c'est un bon refresh. Alexandre, changement de pneu, c'est à toi. Oui. Alors, c'est parti. Alors voilà, je vais juste changer de caméra.
Voilà, comme ça, donc, vous voyez Patrick Stock, donc, qui est chef technique au TCS Vaud. Et puis, on va regarder déjà les pneus hiver. Alors, Patrick, dites-moi, donc, c'est la période où tout le monde change ses pneus d'été aux pneus d'hiver. Ça change quoi, finalement, un pneu d'hiver? À quoi on le reconnaît? Alors, on le reconnaît d'une part par son dessin et surtout les petites lamelles qui se trouvent ici. Vous voyez, on écarte, c'est ce qui permet l'accroche sur la glace bien meilleure. L'importance d'un pneu d'hiver, c'est qu'il a une qualité de gomme qui reste tendre en dessous des températures positives de 7 degrés. Donc, ça assure la sécurité. Un pneu d'été, lui, en dessous de cette température, va se durcir. Et un freinage d'urgence va bien rallonger les distances de freinage. Et alors, il y a une profondeur particulière aussi. Exactement. Le TCS préconise au minimum 4 mm de profil pour commencer une saison en utilisation normale. Et la loi, elle, parle de 1,6 mm. C'est bien, avec 1,6 mm, vous n'assurez plus la sécurité sur de la neige. Vous avez la possibilité de tester votre profil à l'aide d'une petite mesurette ou d'une pièce d'un franc. Comment ça marche avec la pièce d'un franc? Ça m'intrigue. Alors, vous avez sur la base de la pièce d'un franc le pied de la personne. Ce pied indique une hauteur de 1,6 mm, donc c'est la hauteur légale. En dessous de cette valeur, le pneu est hors d'usage. Il suffit de glisser la pièce de monnaie dans le profil. Si la base de la dame est couverte, c'est que le profil est encore bon. Voilà la petite astuce, j'ai comme le monde, effectivement, pour ces pneus hiver. Et donc, pour vérifier la pression aussi de ces pneus, parce que c'est très important, du moment qu'on va conduire quand il y a de la neige ou de la glace, il faut vérifier la pression. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut déjà trouver la valeur de votre véhicule. Elle peut être soit, comme ici, apposée sur le montant de la porte. Donc, on retrouve l'étiquette ici qui vous indique la pression des pneus. Certains véhicules, vous la retrouvez dans la trappe à essence et si aucune des deux étiquettes n'est visible, le manuel d'utilisation vous donnera toutes les informations. Qu'est-ce que je risque si je ne mets pas mes pneus hiver? Alors, d'une part, une sortie de route éventuelle. Au niveau de la loi ne préconise pas l'installation de pneus d'hiver. Seulement, si vous gênez la circulation dans de mauvaises conditions, à ce moment-là, vous pouvez être amendable. Par rapport à l'assurance, chaque assurance fait un peu sa petite salade, mais en cas d'accident, elle peut se permettre de réduire ses prestations, de prestations de paiement. Et s'il y a des blessés, je vous laisse imaginer les conséquences financières que ça peut avoir. Effectivement, et puis il me semble aussi donc il faut que les chaînes, que les roues hiver, je vais y arriver, ne remplacent pas les chaînes. Effectivement, la chaîne, c'est pour se sortir d'une situation particulière, trop de neige, une mauvaise qualité de neige où le pneu n'arrive pas à évacuer cette neige, ou alors imposé par la police dans le cadre d'un col où c'est chaîne obligatoire. Le pneu d'hiver, lui, il va travailler dans toutes les situations. Simplement, il aura ses limites aussi et la chaîne deviendra à ce moment-là nécessaire. Alors Patrick, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre maintenant qu'on a mis les pneus hiver? Enfin, ils étaient déjà là, mais maintenant qu'on a vérifié les pneus hiver, la pression des pneus, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre sur son véhicule pour le préparer pour l'hiver? Alors, on peut se diriger dans le compartiment moteur. Il y a quelques points à vérifier pour commencer une saison. La première, c'est l'antigel du moteur. Ça, déjà, s'assurer du niveau. Par rapport à la densité antigel, il est préférable de voir avec son garagiste qui lui a les appareils nécessaires pour le tester. Donc, je ne vais pas faire ça tout seul. Alors, par l'antigel, non. Vous pouvez contrôler le niveau, mais la densité d'antigel, à moins d'être équipé d'un réfractomètre ou d'un appareil qui permet de mesurer la densité, vous ne pouvez pas le faire vous-même. Quoi d'autre? Le lave-glace. Certainement, durant l'été, vous avez complété à plusieurs reprises votre réservoir qui se trouve ici. Maintenant, l'hiver, on a besoin d'une densité antigel plus importante. Vous pouvez compléter avec un nouveau sachet d'antigel hiver ou voire même compléter avec une solution plus pure qui va mélanger l'antigel hiver et été. Et la dernière chose, c'est qu'une fois, vu qu'on va conduire avec de la neige, de la pluie, il faut vérifier les essuie-glaces. Alors, c'est une bonne chose, effectivement.
Vous avez ici votre balai d'essuie-glace. La première des choses, c'est de s'assurer qu'il ne soit pas déchiré à ses extrémités ou sur le milieu. Et par la suite, faire un test de balayage avec de l'eau. Si vous voyez des traînées, il vaut mieux les changer. On préconise un remplacement bien une fois par année quand même, pour assurer la sécurité. Merci Patrick, on a fait ce tour du véhicule. Une dernière chose à dire aussi qui, moi, m'a frappé quand on discutait tous les deux juste avant, c'est qu'on peut être amendable si on n'a pas déblayé correctement sa voiture, si toutefois il a neigé pendant la nuit et qu'on a envie de prendre la voiture mais qu'elle est toute enneigée. Effectivement, vous avez l'obligation de dégager en totalité la neige qui se trouve sur votre véhicule. Et s'il n'a pas neigé et que vos vitres sont givrées, vous avez l'obligation aussi de gratter toutes vos vitres de manière à pouvoir avoir un champ de vision le plus grand possible. Eh ben, merci beaucoup. Je crois que moi, je suis paré pour l'hiver. Et toi, Andrea, est-ce que tu as bien retenu la leçon? Est-ce que tu vas bien déblayer la neige de ta voiture la prochaine fois que tu sors? J'oserais pas faire autrement, Alexandre. Surtout, je peux pas dire autrement, puisqu'Olivier Ries est toujours en plateau, il nous regarde. Donc, je veux pas me prendre une amende là tout de suite comme ça, tu comprends. Bon, en voiture, Simone, retour sur le plateau. Merci, Alexandre, pour ces bonnes astuces. Laurent, Nicolas aussi, tout est fait. Vous êtes passé au garage. Je crois que vous êtes équipés pour l'hiver. Ce matin même. Ouais, ce matin même. Bah voilà, cette saison. Vous nous parlez aujourd'hui des soirées flirt proposées à l'usine à gaz. C'est la compagnie Rouya Connexion, je le prononce Rouya Connexion, ouais. Qui organise justement ces soirées. 3e soirée, il y en a déjà eu 2. Comment se déroulent ces soirées flirt? Alors, ces soirées flirt, en fait, c'est une jonction en fait, de deux envies, une rencontre de deux envies. L'envie de Karen Grasset à l'usine à gaz de faire se rencontrer plusieurs disciplines lors des soirées flirt de la saison 21-22. Et puis, donc c'est ça, c'est les disciplines qui flirtent entre elles? Voilà, c'est vrai que j'imagine. Et puis avec la Rouya Connexion... Vous pouvez imaginer autre chose. Hein, on peut imaginer plein de choses, c'est vrai. Non, allez, revenons ce qui nous intéresse. Nous, on est arrivé avec Rouya Connexion avec 2 projets. Voilà, on va avoir des théâtres pour leur proposer des projets. Et l'un de ces projets s'appelle le Plongeon. Et puis qui proposait un principe d'improvisation entre comédiens et musiciens. Et on s'est retrouvés autour de ce projet avec Karine et nous en se disant ça match pour tout le monde. En fait, on rencontrait complètement... Comment ça se passe concrètement? Je sais que vous recevez justement, vous choisissez les personnes qui viennent, vous choisissez les musiciens, les interprètes, vous les recevez quoi, vendredi matin? Allez. Alors on reçoit alors chaque premier vendredi du mois, on reçoit donc une nouvelle équipe d'intervenants. 2 comédiennes, 2 musiciens, qu'on reçoit à 13h30. On s'installe, on fait un soundcheck. Et ensuite, donc après leur avoir exposé le projet, on commence à faire 1, 2, 3 improvisations pour se mettre un peu dedans. Et mais à quoi ça sert, sachant que le soir même, c'est l'improvisation? Il y a quelques petits écueils qu'on aimerait éviter. On veut s'assurer que les gens... participent tous au même exercice, qu'on a tous un peu la même vision. Et ça consiste en ça que les 4 protagonistes découvrent sur scène, donc en public, une image qu'ils n'ont pas vue avant, ils ne les connaissent pas. On leur soumet une image physiquement sur un lutrin qu'ils observent durant 1 minute 30. Au terme de cette minute 30, l'image leur est retirée et démarre un récit à 4 voix. Sans hiérarchie aucune, donc les musiciens autant que les comédiennes peuvent prendre la main, proposer, et ça commence comme ça. Les comédiens, donc qui sont assis chacune derrière un micro, commencent les yeux fermés par décrire l'image qu'ils ont reçue. Donc les musiciens, eux, ont vu l'image, mais pas les comédiens. Les musiciens et les comédiens ont vu l'image. Ah, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu, sauf le public. Et puis, donc on commence un récit, les yeux fermés, à décrire cette image le plus précisément possible de comment ils s'en souviennent. Et puis, petit à petit, le récit va basculer dans la fiction. Les comédiens vont s'approprier cette image, passer au récit subjectif, au jeu, et prolonger, en quelque sorte, cette image, vraiment plonger dedans. C'est pour ça qu'on l'appelait le plongeon. C'est vraiment, ils vont effectuer une plongée dedans. Et donc, les musiciens peuvent
démarrer cette improvisation, accompagner, prendre la main, se taire, intervenir. Chacun est libre d'intervenir quand il veut. Quand je disais justement qu'on pouvait imaginer ce qu'on voulait, hein, je vous en mettais un petit peu, mais on peut flirter les uns avec les autres. Ce que j'imaginais au fait, c'était que le public pouvait intervenir et flirter aussi avec ces interprètes-là, ou pas forcément, il est uniquement spectateur? Alors, dans la version 21-22, on propose au public ce plongeon sous forme de spectacle. Donc le public, il y a une salle de type café-concert où le public peut arriver avec une bière ou un thé. Et puis, non, le public n'est pour l'heure pas invité à participer directement peut-être pour la saison 2, c'est ça. Une fois qu'on aura passé ce premier flirt en toute intimité, on aura peut-être passé un cap. Laurent, Nicolas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve donc à l'usine à gaz pour ces soirées flirt tous les premiers vendredis du mois. Excellente journée à vous. Merci à vous aussi. À la maison, un très plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve à partir de lundi. Bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision.